Donc nous allons vous proposer un exposé sur les ressources géologiques, une difficile affaire de temps, d'espace et d'homme. C'est vrai que notre approche est une approche didactique, mais nous avons été très intéressés par les approches scientifiques et tu parlais d'éclairage. Il y aura, on l'espère, des éléments d'éclairage, mais on souhaiterait aussi mettre sur le tapis des éléments de réflexion qui engagent aussi les discussions. Voilà. Alors, notre exposé se divise en 5 parties. Nous allons aller du côté des prescriptions officielles, des manuels. Nous allons questionner un peu le point de vue compartimental. Nous irons chez les élèves et nous donnerons quelques éléments de conclusion. Alors, pour démarrer avec les prescriptions officielles, nous partons d'une conférence que Gérard Bonnour, inspecteur général de sciences de la vie et de la terre, a faite dans le cadre des colloques de l'AFPSVT en 2010. Voilà ce qu'il disait sur les ressources. Il y a pour moi l'aspect ressources, tout ce qui tourne autour de l'alimentation et de l'énergie, la santé si on veut, mais les ressources de la planète, énergie, matière. Mais l'intérêt, c'est que le mot ressources est déjà un mot de l'homme. En soi, c'est un terme du développement durable. On ne peut pas s'interroger dans un cours de 5e, par exemple, sur les ressources, l'utilisation des ressources géologiques, sans se dire avant qu'est-ce que c'est qu'une ressource et pourquoi je l'utilise. Et rien que le fait de poser la question de ce qu'est une ressource, on rentre dans la démarche de développement durable. Alors que souvent, il faut être clair, en classe, on rentre directement par l'objet géologique, ce qui en soi n'a pas de sens si on se pose la question des ressources. Donc l'idée, c'est d'essayer de prévoir sa stratégie d'enseignement de façon à établir tout à fait naturellement le lien entre la science que l'on construit pour répondre à une question et justement mettre en place les connaissances qui peuvent être utiles à comprendre ce qu'est une ressource épuisable ou non, les ressources. Et ce passage de la conférence de Gérard Bonnour nous a paru vraiment intéressant parce que, sans ambiguïté, il fait véritablement de cette question une question qui met en jeu l'homme, qui anthropise les problèmes que nous travaillons en classe de sciences, et puis même au-delà de notre discipline. Mais si on explore un peu plus encore les programmes d'enseignement, les ressources qui vont avec, les prescriptions officielles, donc, eh bien, on voit que ça n'est pas si facile que ça. En voici un exemple. J'ai ici repris tous les programmes d'enseignement, donc de l'école jusqu'au lycée, programme récent depuis 2008. Et j'ai aussi consulté les ressources associées, ressources ou progression. J'ai peut-être oublié certaines choses dans ce tableau, mais rien quand même que cette vue d'ensemble nous montre que la question des ressources est une question complexe. J'ai mis ici tous les termes qui étaient associés à ressources dans les textes officiels. Et vous voyez que c'est un ensemble varié, on pourrait presque dire hétéroclite. Parce que vous avez naturel en sol, énergétique, rapidement renouvelable, fragile, énergétique et géopolitique, local, eau, sol, etc. Je n'en prends que quelques-uns. On va retrouver ces choses-là donc au collège et au lycée. Et justement, eh bien, ça nous montre que nous attaquons à quelque chose de compliqué. Voici ici un traitement de ce premier tableau pour vous montrer finalement où peuvent se nicher des questions, où peuvent se nicher des réflexions. Je me suis limitée ici au collège et au lycée. Eh bien, les types de ressources, quand je prends les textes officiels, ça m'oriente vers la matière, vers l'énergie, mais aussi vers d'autres choses. Les sols, on va caser ça où? Si je regarde les qualificatifs ou bien les expressions associées à ressources,
eh bien, je me rends compte qu'il est possible de constituer des couples problématiques. Et sur ce tableau, vous avez en noir ce qui est prélevé dans les textes officiels et ce qui est en bleu, ce qui a été rajouté, ce que nous avons rajouté en s'imaginant des couples problématiques. Naturels, produits par l'homme, énergétiques, matériels, sol, sous-sol, rapidement renouvelables, lentement renouvelables, etc. etc. Donc voilà, pour démarrer, si vous voulez, quelque chose de complexe que cette question de ressources, mais quelque chose qui va nous amener vers l'homme, et quelque chose qui amène des problèmes. Ah bah oui, non, mais c'est bon. Oui, rien. Alors évidemment, tout ça, ça se promène, c'est des termes qui se promènent dans les programmes. Certains termes, comme l'a dit Denise, finalement, enfin, où l'autre partie du couple n'existe pas dans les programmes. Alors, c'est pas directement ce qui va être enseigné, bien sûr, mais on peut penser que dans les enseignements, d'ailleurs, on va retrouver ça dans les manuels, tous ces éléments, tous ces qualificatifs vont se promener et donc vont donner lieu à des éléments d'enseignement pour les élèves au collège et au lycée. Et évidemment, la difficulté qu'on peut imaginer, c'est que comment ils vont arriver à organiser tout ça, tous ces qualificatifs, comment ils se situent les uns par rapport aux autres, comment les couples que Denise a appelés problématiques, comment ils les pensent, quelles difficultés ils rencontrent à les mettre en œuvre dans une réflexion qui est une réflexion, comme le dit Bonnour, qui est avec une entrée anthropique et non pas une entrée directement géologique. Et au bout du compte, est-ce que tout ça est possible? C'est-à-dire que, est-ce que ça ne pose pas de véritables difficultés? Est-ce qu'on peut arriver à gérer toutes ces questions-là? On l'a vu depuis dans les expositions de tout l'intérêt, mais aussi toute la complexité de l'affaire en fonction des points de vue qu'on adopte. Voilà, quel problème éventuellement ça peut poser aux élèves? C'est autour de ça qu'on va continuer à porter la réflexion. Voilà. Oui, parce que en fait, tous ces qualificatifs, il est difficile pour certains de ces qualificatifs de les relier vraiment à des concepts géologiques aussi. Donc, voilà, l'affaire ne va pas être aussi simple que ça. Voilà, alors ici, encore un autre élément des programmes, c'est ce que nous trouvons, mais il en a déjà été question un peu ce matin, dans les programmes de lycée, avec les enjeux planétaires contemporains que l'on retrouve de la seconde à la première et à la terminale. Nous soulignons la première partie ici. Il s'agit de montrer comment la discipline participe à l'appréhension rigoureuse de grands problèmes auxquels l'humanité d'aujourd'hui se trouve confrontée. Et là, ce qui nous interroge un peu, et par rapport à la faisabilité, on va dire aussi, c'est l'appréhension rigoureuse des grands problèmes. Donc voilà des éléments qu'on pourra mettre en réflexion. On a l'impression que cette idée d'appréhension rigoureuse renvoie d'une certaine façon à une spécificité des sciences, c'est-à-dire que c'est bien pour ça, semble dire ce chapeau, que c'est en sciences et notamment en SVT qu'on le travaille, mais dans quelle mesure est-ce ou pas compatible avec les enjeux qui sont des enjeux techniques et politiques autour de ces questions de ressources, et en tout cas comment finalement les élèves peuvent s'y retrouver entre tout ce qu'il y a à construire dans ces différents champs. Alors il ne s'agit pas de nier l'intérêt de tout cela, mais d'essayer d'anticiper et de comprendre les difficultés que ça peut poser. Alors nous allons poursuivre maintenant en allant du côté des manuels. Nous avons étudié un certain nombre de manuels et nous avons extrait quelques éléments qui peuvent être utiles pour la réflexion. Dans le Bordas de première S de 2011, nous nous intéressons ici à la tectonique des plaques et à la recherche d'hydrocarbures. Et il est intéressant de comparer ce qui est dit, on va dire, à 2 pages d'intervalle sur la tectonique des plaques et la sédimentation organique. Que lisons-nous? Normalement, la matière organique, page 180, la matière organique produite dans un écosystème est finalement reminéralisée par les décomposeurs. Il faut des conditions particulières pour qu'une partie de la biomasse échappe à ce destin. Par exemple, lorsque la production primaire est intense
et que les capacités de minéralisation par les décomposeurs sont dépassées, des sédiments riches en matière organique s'accumulent alors. Nous retrouvons des éléments dont les contributeurs de la journée nous ont déjà parlé, avec une forme de raisonnement systémique en entrée-sortie qui nous montre comment il peut y avoir accumulation de matières organiques. Et à quelles conditions? Et à quelles conditions, hein. Voilà. Mais si nous regardons 2 pages plus loin, dans le résumé, on va dire, une tectonique favorable à l'enfouissement de la matière organique, eh bien, nous lisons ceci. La formation des roches mères pétrolifères peut être mise en relation avec la tectonique des plaques. En effet, les zones soumises à une distension tectonique, comme les marges continentales passives, sont propices à une telle formation. Dans la suite de ce texte-là, hein, eh bien, nous ne retrouvons plus du tout le raisonnement systémique précédemment adopté. Nous avons une linéarisation du processus avec première phase, puis deuxième phase, puis troisième phase. Première phase, à ce niveau, se forment des bassins sédimentaires subsidants, où, deuxième phase, sont enfouis profondément des sédiments riches en matière organique. Cet enfouissement permet, et là nous avons une troisième phase, dans un enchaînement de, on va dire, chronologique, mais aussi causal, la dégradation, cet enfouissement permet la dégradation thermique de la matière organique et sa transformation en hydrocarbures. Donc là, vous voyez en 2 pages d'écart, eh bien, vous avez on va dire, une deuxième partie à droite qui finalement s'éloigne complètement du traitement, du mode de raisonnement qu'adoptent les scientifiques, qui est un raisonnement systémique. À droite, on perd une bonne partie des conditions dont vous nous avez parlé aujourd'hui. On a simplement un résumé d'une... Alors il y a quand même une condition, il y a de l'enfouissement, d'accord, bon, voilà. Et c'est favorable à l'enfouissement, mais en dehors de cette condition, on va dire, non pas historique, mais en termes d'histoire et succession de processus, les autres conditions qui étaient présentes en partie, même simplifiées dans le texte de gauche, en fait, ont totalement disparu. Alors voilà, donc au bout du compte, est-ce que ça permet de... Si c'est ça qu'il faut retenir, en quelque sorte, hein, est-ce que ça permet d'avoir une analyse rigoureuse? Vous voyez, ah, voilà, vous comprenez bien que notre but, c'est pas de dire regardez ces auteurs de manuels ou ces auteurs de programmes, c'est pas ça. C'est de poser. Enfin, évidemment qu'à un moment donné, quand on fait un bilan, il y a des éléments qu'on ne va pas mettre. Mais au bout du compte, c'est bien le problème didactique derrière, c'est-à-dire à quel type de savoir on conduit les élèves. En tout cas, quel type de savoir on veut qu'ils retiennent, entre guillemets, lorsqu'on a fait tout ce travail autour, ici, du lien entre technique des plaques et recherche, et en fait, formation d'hydrocarbures. Et si on veut encore pousser un petit peu, on peut reconnaître dans cette partie à droite, comme on la retrouve aussi dans un certain nombre d'explications qu'on va trouver dans des manuels ou même ailleurs, hein, on va retrouver quelque chose qui s'apparente à une petite histoire. Et tout à l'heure, M. Michel parlait de scénarios avec les systèmes pétroliers. Et il nous semble que là, il y a une comparaison vraiment intéressante entre les scénarios dont il nous a parlé, hein, qui sont avec des actants, avec des événements, avec des rencontres que les scientifiques questionnent. Hein. Il nous paraît intéressant de pouvoir comparer ces types d'explications-là qui sont développés à des types d'explications comme celle-là. Parce que, dit rapidement ici, vous n'avez pas mis en discussion dans ces résumés, hein, dans ce qui devrait, enfin, dans ce qui est pensé comme important, hein, vous n'avez pas forcément mis en question du pourquoi on passe de cette étape à l'autre, qu'est-ce qui rend possible l'affaire, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir autre chose, hein. Tout a l'air de se dérouler naturellement. Et il y a des élèves parfois qui nous disent « mais pourquoi cette histoire et pas une autre ?» Voilà. Alors encore un autre document qui provient du site
où on trouve du site... Ne dénonce pas le petit camarade. Oui, on ne dit pas. Voilà. Et là, eh bien, vous avez une belle forme de linéarisation et des questions qui viennent avec. Les flèches, à quoi correspondent-elles? Sont-elles des flèches de chronologie? Sont-elles des flèches qui nous renvoient à des flux? Qualifient-elles seulement des flux? Ou bien qualifient-elles aussi, on va dire, l'intensité de ces flux? Hein, vous voyez, là, il y a vraiment... on a un beau document de réflexion. Oui, alors, ça, de toute façon, la question de l'utilisation des flèches dans nos disciplines, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et je veux dire, c'est tout à fait logique. Si on faisait le point de toutes les présentations depuis ce matin qu'on a eues avec tout l'intérêt qu'elles avaient, on s'apercevrait qu'il y a eu beaucoup de flèches qui ont été utilisées. Hein? Non, mais c'est pas du tout évidemment, à chaque fois, elles sont recontextualisées et les flèches sont remises dans un modèle et on présente ce que ça veut dire, s'il s'agit de flux, s'il s'agit de succession, etc. Bon, ce qui se passe assez souvent, et évidemment c'est d'autant plus vrai qu'on a affaire à des problèmes assez complexes, à des problèmes qui mériteraient d'être regardés de manière systémique, même si on sait que c'est difficile pour les élèves. Et ce qui se passe assez souvent, et on a le cas ici, c'est qu'on a des flèches et au bout du compte, on ne sait pas trop à quoi les renvoyer, parce que, bon, comme disait Denis, c'est des flèches qui peuvent représenter la succession dans le temps. D'ailleurs, on a des preuves pour ça, hein, là. Hein, voilà, on a une quantification du temps. Mais d'un autre côté, elles n'ont pas la même épaisseur. Je sais pas si c'est fait exprès, mais ça, c'est pas la même épaisseur que ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Si l'épaisseur a quelque chose à voir avec les flux, est-ce qu'on est vraiment dans les rapports de flux dont on nous a parlé? Je n'en suis pas sûr du tout, parce que celle-là a beau être un tout petit peu plus fine que celle-là, vous voyez, c'est pas dans un rapport qui correspond à ce qu'au bout du compte pourra donner, ou celle-là plus exactement pourra donner véritablement des combustibles fossiles. Donc voilà. Donc, alors là encore, peut-être que je suis un peu lourd, mais il ne s'agit pas du tout de critiquer la production de ce genre. C'est parce que dans la mesure où on est obligés tous, quand on enseigne ça à des élèves, de faire une certaine transposition de ce problème-là, évidemment, on va tomber dans un certain nombre, on va utiliser un certain nombre de procédés. Le but de notre intervention, c'est de vous montrer les difficultés que ça présente, tout simplement parce que ces savoirs qui sont en jeu autour de ça, alors les savoirs géologiques d'une part, mais aussi ces savoirs qui sont liés au fait qu'on n'est pas uniquement sur des savoirs géologiques, mais sur des savoirs qui sont liés à des entrées par l'homme, comme dit encore une fois Bonnour, c'est-à-dire avec la question des ressources, fait que ça rend encore un tout petit peu plus compliqué. Et ce qui est un peu difficile dans tout ça, ce qui pose un problème de notre point de vue, c'est que, comme c'est compliqué, forcément on va arriver à une sorte de simplification. Bon, le terme est mal choisi, il faudrait regarder ça d'un peu plus près, mais en tout cas, on va traduire ça par quelque chose qui peut être compris comme une chronologie, donc par une mise en histoire, et c'est efficace d'un point de vue didactique, la mise en histoire. On a tous expérimenté le fait que si on raconte des histoires aux élèves, comme disait Denis, avec des personnages, etc., ça passe mieux. Simplement, quand on fait ça, qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd par rapport aux savoirs qui sont en jeu, dans la complexité que la journée d'aujourd'hui nous a montré. Pour poursuivre, encore des flèches. Voilà, allons du côté de l'eau, des flèches, et une interprétation de ce schéma qui peut amener des difficultés. On peut le voir on va dire en linéaire, là encore, et il ne pleut que sur les montagnes. L'eau démarre à un endroit. C'est un grand classique. C'est le grand classique, oui, voilà. On peut le voir aussi en termes de bilan. Bien évidemment, là il y a
Enfin, en disant que sur les montagnes, il y a plus de précipitations que d'évaporation. Voilà. Donc les flèches veulent dire bilan. Mais est-ce que c'est vraiment forcément comme ça que c'est compris? Encore une fois, quelle est la signification des flèches? Mais comme on parle du cycle de l'eau, la moindre des choses, c'est de faire un cycle quand même. Enfin, je veux dire, un cycle sur le schéma. Bon. Vous avez un titre qui est « Le cycle de l'eau est activé par le soleil ». Nous avons introduction d'un beau personnage, le soleil, qui, en gros, manipule, qui pourrait être pensé comme manipulateur de ce beau cycle. Vous voyez que là, on peut aussi tirer vers des sortes d'histoires qui n'ont rien, enfin, qui nous éloignent des explications scientifiques. Hein. Voilà donc un autre document qui participe de la réflexion sur ces difficultés. Bon, voilà encore... un autre cycle, mais ça c'est pour quelqu'un qui veut vendre des chaudières au bois. Donc, mais bon. Oui, c'est ça. Donc c'est que ça doit être convaincant, puisque c'est utilisé en pub. Alors je ne suis pas en train de dire que quand on enseigne les cycles aux élèves dans la diapo précédente, c'est pour permettre qu'ils soient après, sensibles à ce genre de publicité. Je ne vais pas jusqu'à... Mais ce qui est étonnant, c'est que ce que je veux dire, c'est que cette mise en forme du cycle est de toute évidence parlante. Sinon, elle ne serait pas utilisée comme une publicité. Bon. Alors maintenant, nous allons aborder le point et l'étude des ressources sous le point de vue compartimental. Nous allons le faire en partant de cette définition-là qui a été prise sur Wikipédia, et nous allons l'associer à un certain nombre de schémas qui pourront nous faire réfléchir sur ce que l'on appelle renouvelable ou non renouvelable. Oui, parce que ce qu'on s'est dit, c'est bon, on fait les malins en disant regardez les cycles, les flèches et tout, mais bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Voilà. Donc on va dire on va se lâcher, donc on va essayer de faire des choses. On pourrait se dire finalement, quand on est sur une question de l'énergie renouvelable ou non renouvelable, ou de matériaux renouvelables ou non renouvelables, ça peut peut-être se penser en termes de compartiments, en termes de stock, en termes de flux d'entrée, de flux de sortie, de variation du stock qui est égale par unité de temps, qui est égale au flux entrant moins le flux sortant, etc. Bon. Simplement, ce qui complique, on l'a bien vu ce matin, le problème, c'est que est-ce qu'on est en train de parler de stock? Est-ce qu'on est en train de parler de réserve? Est-ce qu'on est en train de parler de ressources? Ou est-ce qu'on est en train de parler de gisement? Et il y a des choses, stock, après tout, même si ça peut être vu du point de vue commercial, on peut en quelque sorte voir ça d'une manière très, pas très neutre, mais je veux dire qu'on peut être dans une analyse compartimentale directe. Mais dès qu'on introduit des termes qui ont quelque chose à voir avec l'utilisation humaine, ça complique. Est-ce qu'on peut encore raisonner par compartiment, autrement dit, avoir quelque chose de systémique dès qu'on parle de ressources, dès qu'on parle de gisement, voire dès qu'on parle de réserve? Alors là, on propose, c'est les questions qu'on se pose, mais évidemment, c'est autour de ça qu'on n'a pas de réponse, on a simplement des questionnements. Non, mais c'est bon. Alors on s'est dit, finalement, l'idée principale d'une énergie, par exemple, non renouvelable, ce serait... un gros stock. Ce sera un gros stock. Bon, mais alors qu'est-ce que ce sera un gros stock et puis dans lequel on pique, c'est comme dans la caisse, et puis au bout d'un moment, il n'y en a pas. Bon, maintenant, qu'est-ce que ce serait qu'une énergie renouvelable, ou bien que des matériaux renouvelables, si on parle d'eau, par exemple. D'ailleurs, au passage, une des difficultés qu'on n'a pas assez pointé tout à l'heure, mais qu'on a bien vu aussi dans les exposés, c'est comment tout ça se croise, parce que, par exemple, l'eau, c'est un matériau, mais c'est aussi de l'énergie. Le pétrole, c'est de l'énergie, mais ça sert à faire des sacs plastiques, pas que. Mais donc c'est un matériau. Et puis, si jamais on veut augmenter les réserves, de tout ce que vous voulez, que ce soit en termes de métaux ou autre, on l'a vu dans les exposés, il faut mettre de l'énergie. Voilà. Alors on s'est dit, comment on pourrait représenter la question
d'énergie ou de matériaux renouvelables. Alors, on a mis ressources d'une manière un peu imprudente, vraisemblablement, mais l'idée de ressources, par exemple, rapidement renouvelables, est telle quelle dans les programmes. Donc ça aussi, je crois que ça mérite d'être discuté et d'être travaillé. Alors on s'est dit, voilà, bon bah ça peut être considéré comme renouvelable parce qu'on en prend un peu, mais à l'échelle humaine, comme dit Wikipédia, bon bah avant que le stock là on l'épuise. Ah non, pardon. Elle me fait des niches. Ah oui, voilà, non, c'est pas. Bon, voilà, hop. Bon, on peut dire on a le temps de. Bon. Et puis, on nous a dit tout à l'heure, mais puis de toute façon, l'idée de ressources, c'est maintenant. Donc, peut-être que dans 20 ans, 30 ans, ce sera plus. Enfin, quoi qu'on parle ici, ce sera peut-être plus une ressource de toute façon. Donc, bon. Voilà. Ou bien on peut penser que. Mais je ne sais pas si ça existe beaucoup, donc. Des cas où finalement on en prend, mais le flux entrant est supérieur au flux sortant. Alors évidemment, oui, ici on pourrait penser à l'énergie solaire, oui. C'est ce que me souffle ma voisine, parce qu'elle a ses notes, moi je ne sais pas. C'est-à-dire, voilà, est-ce que c'est ça, de quoi il s'agit, par exemple, quand il s'agit de l'énergie éolienne, bon, est-ce qu'on n'est pas dans ce schéma-là, au bout du compte, et on n'en prend qu'une petite partie, mais ça ne veut pas dire que... Mais on ne peut certainement pas le penser en termes de stock, en revanche, dans ce cas-là. Stocker l'énergie solaire, si on peut, enfin, vous voyez, du côté des... Enfin, bon, etc. Voilà. Oui, enfin... Il nous semble que là, il y a à la fois des points très intéressants, un véritable pataquès, qui n'est pas du tout évident à clarifier pour des élèves, notamment quand on leur présente des pubs comme tout à l'heure, ou des éléments comme ça. Bon. Et puis ça dépend aussi, alors on a dit temps et espace, il y a des questions de temps, il y a des questions d'espace, mais l'énergie solaire, elle est renouvelable, mais à quelle échelle de temps ? Etc. Bon. Donc voilà le genre de questions. Alors après on peut voir aussi des équilibres ou bien des éléments. Il va falloir qu'on termine. Oui, c'est ça. Et puis des moments où par exemple dans le cas d'un cycle de l'eau, il y aurait une possibilité, ou de cycle de matériaux, il y aurait en fait quelque chose qui boucle. Qui boucle. Mais évidemment il faut voilà, qui boucle, mais ça veut dire que l'homme, ou ce qu'il en utilise comme ressource, il se met en série là-dessus, quoi. Hein, il fait pas un détournement. Bon. Le tableau suivant reprend ce que nous venons de dire. Hein. Donc nous allons aller assez vite pour avancer un petit peu. Voici quelques schémas qui peuvent nous permettre de concevoir, de discuter aussi la notion de sources d'énergie et de matériaux non renouvelables. Hein. Donc on essaye de faire fonctionner jusqu'au bout ces petites représentations. Mais on voit bien dans ce qui a été dit ce matin qu'en fait on a beaucoup de mal. Alors, bon, on a essayé ces modèles, ces pseudo-modèles compartimentaux pour dépasser les mises en histoire et faire quelque chose de plus systémique, mais en fait dès qu'on introduit les questions humaines, on est embêté. Les ressources, c'est-à-dire la flèche de sortie qui peut être utilisée comme ressource, en fait on a vu que ça pouvait très bien du jour au lendemain ne plus être une ressource et que ça dépendait beaucoup d'un état des lieux ici maintenant. Quant au stock, c'est une stock de quoi? Bon, si c'est des réserves, bon, peut-être, mais s'il s'agit de gisements, on a bien vu qu'en fait il suffit d'augmenter le coût le prix de vente de ce qu'on récupère pour que tout à coup les gisements augmentent, mais du coup on n'est pas du tout dans un schéma compartimental, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une variation de stock qui est liée par unité de temps, qui est liée à la différence entre le flux entrant et le flux sortant. Voilà, alors bon, on n'a pas été beaucoup plus loin que ça, mais on s'est dit finalement peut-être qu'on comprend pourquoi on arrive assez facilement on retombe sur des schémas qui sont des schémas linéaires et qui enlèvent beaucoup de complexité, et que ça ne nous étonne pas que ça pose quand même un certain nombre de difficultés pour enseigner, et ces difficultés nous semblent liées à la fois, comme on le disait tout à l'heure, à l'objet même géologique ou aux objets même géologiques qui sont derrière, mais en même temps au fait qu'on rentre par la question des ressources, c'est-à-dire qu'on a une approche anthropique. Alors, il ne s'agit pas de contester le bien fondé de l'affaire, mais disons que ça ne simplifie pas l'analyse des problèmes qu'il y a derrière,
la transposition didactique qu'on peut en faire et la façon dont on peut travailler avec les élèves pour qu'ils arrivent à comprendre cette affaire-là autrement que sur les évidences de la vulgarisation qu'on peut leur raconter à la télé ou dans les émissions de vulgarisation, voilà, etc. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire de plus en SVT, en particulier en géologie, sur ces questions-là? Alors maintenant, on va aller un petit peu du côté des élèves et on va vous présenter quelques productions d'élèves à deux types de questions. Ça concerne les ressources renouvelables et non renouvelables et puis aussi la question du pétrole. Bon, c'est seulement quelques zooms pour vous montrer que bon, là, alors c'est ce que peuvent répondre des élèves à ça. Ici, pourquoi parle-t-on de ressources renouvelables et non renouvelables? Les gisements de pétrole sont non renouvelables car leur formation nécessite des périodes importantes sur l'échelle humaine, des millions d'années. La surexploitation intensive de ces ressources a un impact néfaste sur les ressources terrestres du pétrole. Ce sont des élèves de lycée. En fait, c'est tiré d'un travail de thèse en cours qui se fait en Tunisie, mais c'est des élèves de lycée, mais bon, qui finalement, qui étaient au moment où, enfin, qui n'a peut-être pas aussi avancé qu'on aurait voulu au moment où on a proposé de faire quelque chose. Oui, vas-y. Donc vous voyez ici quand même qu'il y a finalement une mise en relation entre, on va dire, formation et utilisation du pétrole. Donc, quelque part, une forme de raisonnement systémique. On va poursuivre encore, je ne prends pas le bon bouton. Voilà ici une autre production d'élèves, la formation du pétrole. L'exploitation est très rapide par rapport à la formation, je n'insiste pas trop là-dessus. Voilà une autre réponse. On n'a pas les mêmes conditions que celles qui existaient avant et qui sont nécessaires pour la formation du pétrole. Dans ce cas, il n'y a pas de formation du pétrole actuellement car ça va arriver un jour où il n'y aura plus de pétrole. Ce n'est pas comme le vent qui existe toujours. Ah oui, là c'est un tout petit peu plus compliqué. Là, quoi. Et comment les bascules d'un mode de raisonnement à l'autre. Voilà. Donc... Et évidemment, avec ce qui pose toujours un problème en géologie, c'est-à-dire une explication qui est du type, non pas c'était mieux avant, mais c'est-à-dire avant c'était autrement, donc au bout du compte, on ne peut pas en rendre compte autrement qu'en disant, avant il y avait des bonnes conditions pour, alors, ici c'est pour la formation du pétrole, maintenant il n'y en a plus, donc voilà, l'affaire est réglée. Et vous voyez aussi par derrière quelle approche il y a, même géologiquement parlant, de toute la reconstitution, enfin quelle approche il y a de l'histoire de la Terre, et les décalages aussi avec ce qu'on peut faire en géologie. Voilà encore une autre réponse, mais je vais passer, voilà. On avait demandé aussi, imaginez l'aspect des gisements de pétrole dans quelques millions d'années, expliqué par un texte et un schéma. Là, il n'y a qu'un texte. Bon, eh bien là, parce qu'après l'exploitation très abondante du pétrole, qui a épuisé le gisement de pétrole, qui nécessite des millions d'années pour se former, bon, en plus, la genèse du pétrole n'est pas cyclique comme l'eau. On a ici l'expression d'un élève qui est un petit peu embêté pour répondre à ça. L'élève précédent, et je vais y revenir quand même, lui, eh bien, par rapport au pétrole lui-même, il voit la suite comme une migration vers des roches perméables. Donc là, cet élève voit l'avenir du pétrole, enfin il voit la formation du pétrole au sein enfin, la roche-mère. Entre la roche-mère et la roche-réservoir. Voilà, et c'est ça. Et vous voyez que là, il part vers une histoire de migration. Et quand on travaille sur les caractéristiques de cette histoire de migration, eh bien on va se retrouver avec une jolie petite histoire qui n'est pas questionnée. Le pétrole qui sagement va d'un endroit à un autre, exactement comme, entre guillemets, on pourrait le lui demander. Voilà. Donc voilà quelques éléments du côté des élèves. Nous allons boucler par une conclusion qui s'exprime sous deux tensions fortes qui peuvent caractériser ces problèmes de ressources dans le cadre de notre enseignement. On voit bien que, et là je fais aussi référence à ce que disait Gérard Bonnour dans sa conférence, on voit bien le tiraillement mais la nécessité aussi d'articuler problème anthropique et problème géologique.
Et vous voyez bien que du côté des problèmes géologiques, là, on va partir vers des modélisations. Et ce matin, on a eu aussi un bel exemple de travail sur la modélisation, la mise en discussion de modèles. Et ça, on est véritablement au cœur de l'activité scientifique, enfin d'après ce que les collègues ce matin nous ont montré. Le raisonnement systémique, on vous l'a présenté tout à l'heure. Et puis, les problèmes anthropiques qui, là, vont nous tirer, qui risquent de nous tirer vers de petites histoires et vers des fonctionnements, des raisonnements linéaires. Et puis, si on réfléchit encore à ces problèmes anthropiques, et c'est la deuxième tension qui apparaît, ces problèmes anthropiques, ce sont des problèmes véritablement complexes aussi, parce qu'ils vont nous tirailler entre des aspects scientifiques et techniques, on en a eu l'exemple aujourd'hui, et aussi des aspects je devrais dire scientifico-technico-politiques, et on en a eu aussi des aspects dans la journée. Et le risque, si vous voulez, à ne pas réfléchir sur cette articulation, c'est de ramener les problèmes de ressources à des problèmes scientifiques et techniques. Et là, si vous voulez, il y a une forme de réduction du raisonnable, parce qu'il faut quand même réfléchir à ces ressources, notamment par rapport à l'homme, leur répartition, etc., au profit du rationnel. Et puis, si finalement on oriente trop de l'autre côté, du côté des problèmes technico-politiques, là, eh bien vous allez avoir mise en jeu le risque est la mise en jeu de différentes opinions, sans forcément un bagage scientifique, on va dire, suffisant. Et vous pouvez aller vers l'ignorance du rationnel qui peut même aller jusqu'au déraisonnable. Donc là, il y a une véritable tension à travailler de façon à aller vers oui, c'est un travail des problèmes extrêmement exigeant. On pourrait dire que ce travail des problèmes va nous amener à mettre en jeu des aspects argumentatifs complexes, tant du point de vue scientifique que du point de vue éthique et politique. C'est de notre point de vue, et puis c'est d'ailleurs, les programmes le disent aussi, c'est quand même et les circulaires aussi le disent, les circulaires EDD, c'est à ces conditions-là qu'on va éduquer au choix et permettre des choix raisonnables. Tu veux peut-être rajouter des choses. Merci. Voilà. Question. Oui, je me posais la question par rapport au développement durable, dans la mesure où c'est plus un positionnement philosophique, enfin en tout cas une position politique. Est-ce que c'est quelque chose qui est articulable par essence avec du scientifique? Est-ce que c'est des choses qu'on peut mettre en lien tout simplement, et est-ce que chercher à le faire, c'est pas une voie sans issue finalement? Voilà, enfin, ça fait partie. Alors, le problème, c'est qu'on n'a pas de solution à donner, mais ça fait partie des réflexions, notamment du travail que mène Denise autour des questions de problématisation historique. Mais c'est vrai que, à la fois, on est forcément, sensible à l'argument que ces questions, qui sont des questions contemporaines, soient prises en charge du point de vue de notre discipline, mais de l'autre, on a l'impression qu'à certains moments, on est obligé de faire un tel grand écart, c'est-à-dire que vraisemblablement, au bout du compte, au bout d'une formation scientifique, il y a moyen de travailler des questions politiques et des choix comme ça, mais vouloir en quelque sorte rentrer par des questions de développement durable, par exemple, ou la question des ressources pour construire des savoirs géologiques, est-ce qu'on n'est pas en train de lâcher la proie pour l'ombre? C'est vraiment une question qui nous interroge, parce qu'il ne s'agit pas de dire mais c'est vrai qu'il y a un vrai souci, et Denise a montré qu'il y avait dans les nouveaux programmes
une anthropisation de ces nouveaux programmes, c'est-à-dire qu'on renvoie à beaucoup de problèmes humains, ce qui est évidemment intéressant, qui part de l'idée que ça va intéresser plus les élèves, peut-être, j'en suis pas absolument persuadé, mais ça c'est à voir. Mais en tout cas, est-ce que ça peut conduire à ne pas pouvoir creuser les questions qui sont proprement scientifiques, et le but n'est pas simplement évidemment de faire de nos élèves des géologues, ils ne vont pas tous être géologues ou biologistes, mais par exemple le fait de passer d'un raisonnement linéaire à un raisonnement plus systémique, ça nous paraît quand même un enjeu presque fondamental de notre discipline. Et est-ce que en prenant des problèmes anthropiques, on risque pas d'abandonner cet objectif-là? Voilà, c'est une question qui est au travail actuellement, en tout cas dans ce que fait Denise. J'ai trouvé très intéressant la réponse de l'élève là, qui disait bah oui, autrefois c'était pas comme maintenant. Et finalement, il touche du doigt au fond une réalité géologique, puisque toutes les périodes de notre histoire géologique ne sont pas équivalentes en termes de production de matière organique piégée. Et finalement, on revient un peu sur la notion des flèches. Si on se met à raisonner en termes de flux, est-ce qu'on sous-entend derrière que ces flux sont constants? Voilà, comment est-ce qu'on peut arriver à faire comprendre à la fois la notion de flux et de variation de ces flux dans le temps? J'avoue que c'est rien qu'en termes de schématisation, c'est pas évident. Il faut imaginer des séries de schémas, peut-être, l'évolution temporelle, des choses comme ça, mais finalement, il n'avait pas complètement tort. Oui, mais bon, il faut se méfier de ce qu'on pourrait appeler, ce que les didacticiens des mathématiques appellent un effet Jourdain. C'est-à-dire qu'on a l'impression que l'élève saisit un raisonnement qui est pertinent, mais sans avoir fait le détour nécessaire. C'est-à-dire que le raisonnement spontané, là, mais je ne sais pas pourquoi je réponds, parce que c'est le travail de Denise, mais c'est là-dessus mais le raisonnement spontané de tout le monde, c'est d'expliquer l'histoire de la Terre d'un point de vue catastrophique. Fiste. Bon. Mais ça, c'est le raisonnement, je veux dire, voilà, les montagnes, pof, les machins, bon. Ce qui a institué la géologie, c'est le principe de l'actualisme. Parce que sinon tout était permis. Je veux dire qu'il suffit d'inventer une nouvelle catastrophe. Je veux dire qu'il faut se mettre pour instituer une science, il faut se mettre des règles de fonctionnement. C'est comme pour instituer un jeu collectif ou un jeu. Bon. Mais évidemment, on sait bien que cet actualisme a ses limites. Mais non pas ce catastrophisme, mais cette flèche du temps qui fait que ce qui s'est passé il y a plusieurs millions d'années, voire plusieurs milliards d'années, n'est pas la même chose que maintenant. C'est une construction secondaire une fois qu'on a dépassé tout le travail qu'on pouvait faire avec l'actualisme. Et la question qu'on peut se poser, si l'élève répond ça, est-ce qu'il a vraiment fait tout ce détour? Évidemment, j'ai un petit soupçon. Ou est-ce qu'il n'est pas dans le raisonnement banal, banal, c'est-à-dire pré-scientifique, de dire, vous voulez que je vous explique quelque chose, je vous trouve des conditions ad hoc, à l'époque que vous voulez, il y a longtemps. Oui, mais personne n'ira. Voilà, Et là, oui, c'est ça, c'est ce que tu dis. Il y a une forme, les élèves mettent en jeu une forme de. Mettent des raisonnements assez rapides, comme ça, qui ont l'apparence de certaines formes d'explications scientifiques, mais qui ne sont pas. Qui ne prennent pas. Dont les éléments ne prennent pas valeur de nécessité. Oui, il ne donne pas les raisons, c'est sûr. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur l'effet, avec vous deux sur l'effet Jourdain, etc. Mais j'en étais bien conscient. Mais ce que je veux dire par là aussi, c'est que finalement on peut se questionner sur nous-mêmes, parce que à dire non, on va lutter contre ça, on va leur mettre en tête un système avec un flux simple, etc. Le pétrole se forme tout le temps de la même manière. Est-ce qu'on ne va pas induire nous-mêmes aussi des choses assez fausses finalement? Parce que d'une certaine manière, moi je persiste à penser que ce qui domine, c'est qu'on hérite de périodes qui nous ont donné comme ça en assez peu de temps des ressources qui ont été stockées après pendant des grandes périodes. Mais peut-être que la voie, mais c'est pas ce que permettent les programmes. La voie, c'est d'imaginer des scénarios différents, de les questionner, de voir qu'il y a plusieurs possibles, qu'il y a plusieurs modèles, qu'éventuellement dans un premier temps on va considérer que ça fonctionne encore aujourd'hui et on travaille en termes de flux, etc. Et on s'aperçoit après, on peut se dire mais attention, est-ce qu'on est sûr que finalement le flux entrant des réserves pétrolières a toujours été le même? Mais voilà, mais c'est pas le travail scientifique, quoi. Voilà.
Finalement, on parle du temps géologique, du temps à l'échelle humaine, et justement, on tombe dans le problème du temps pédagogique. À ce moment-là, comment... Bon, c'est toi qui donnes la solution. Concession peut-on faire par rapport à ça? Oui, alors, oui, la question du temps pédagogique, je comprends la question comme devant de telles difficultés, devant aussi l'acquisition, le souci de faire acquérir par les élèves une sorte d'expérience géologique, une expérience qui irait pas forcément seulement du côté de l'expérience du terrain, mais aussi des expérimentations, mais une expérience qui irait aussi du côté du travail des idées, du travail des explications, hein, du travail des modèles, en lien aussi avec la construction de données empiriques. Hein, et bien on se dit, mais est-ce qu'on a le temps, enfin je comprends la question comme ça, est-ce qu'on a le temps de le faire? Ceci est une bonne amorce, justement. Parce que 17 élèves est une bonne amorce oui, pour un départ oui. de classe. Oui, oui. Alors voilà, c'est ça. C'est vrai que ça va donner de l'importance. Moi, il me semble, mais on peut retrouver aussi ces aspects-là, les aspects langagiers. On va pouvoir les retrouver aussi dans les instructions officielles. Je pense à la démarche d'investigation, par exemple. Mais c'est vrai que toute cette question des débats pour essayer de construire des raisons qui font qu'on va penser, qu'on va expliquer comme ça et pas autrement, tous ces débats sont importants, oui. Alors après, il va falloir sans doute penser, compte tenu du temps limité des enseignements, voir à quel moment, sur quel problème, sur quel noyau dur, eh bien, on va les faire porter, oui. Mais c'est vrai que... Et moi, il me semble, hein, dans ce que j'ai entendu toute la journée là, c'est que dans l'activité des scientifiques, on voit, enfin ça a été dit, mais on le voit aussi implicitement, des questions qui sont mises au travail, et qui sont mises au travail via aussi des pratiques langagières. Joseph Ségara, enseignant à l'Académie de Paris. Pour revenir sur le systémique linéaire, est-ce que là, il n'y a pas justement une difficulté qui est liée à l'utilisation souvent d'un seul exemple, et donc finalement d'une construction qui est fondée sur quelque chose qui est très épiphénomène. Alors évidemment, il y a un problème du temps pédagogique qui ne permet pas de développer plusieurs. Il y a aussi le problème de la position de l'exemple qui vient avant, qui vient après. Et donc là, quelle est la réflexion que vous menez? Quelle préconisation peut-on faire pour éviter d'aboutir à une construction systémique alors qu'on est quand même fondé sur des faits, des expériences, des arguments, et que ces exemples, il faut les développer? Moi, il me semble effectivement, mais je ne veux pas du tout mettre en accusation les pratiques qu'on pourrait avoir, parce qu'il y a toujours de bonnes raisons derrière. Hein. Mais il me semble effectivement que dans nos pratiques, on cultive une forme de linéarisation. Et j'aurais presque envie de dire qu'à certains moments, la diversité pourrait nous intéresser et pourrait surtout intéresser les élèves. Enfin, eux, moi je veux dire, ils ne se jetteront pas forcément dessus, parce que, mais bon. Hein, mais disons qu'il y aurait, on va dire, un challenge intellectuel à les mettre, à les confronter à plusieurs exemples, par exemple, ou à plusieurs explications, ou à plusieurs textes qui parlent de la même chose. Hein, de façon à ce qu'ils essayent finalement de reconstituer les soubassements de ces propositions, et qu'ils argumentent là-dessus, et qu'à la limite ils fassent des recherches complémentaires, hein, qu'ils ne prennent pas ça non plus pour argent comptant, et que voilà. Oui, moi il me semble que il y a nos enseignements parfois cultivent l'affaire. Alors oui, c'est un point qu'on aurait, mais bon, voilà, qu'on aurait pu détailler, mais globalement, là je dis pas ce qui se fait dans les classes, je dis ce qui se fait dans les manuels. Globalement, comment ça fonctionne, un enseignement d'après les manuels en SVT, c'est on pose une question
qui est censé venir de ce qu'on a fait avant, voilà. On fait un certain nombre d'observations et d'expériences où on étudie les documents, et à la fin on donne la réponse à la question. Mais la réponse à la question, elle est censée venir essentiellement des investigations empiriques, expériences et observations, même si évidemment on ne prend qu'un seul exemple, on ne prend qu'un cas, etc., parce qu'on n'a pas le temps, mais bon, voilà comment sont construits les manuels. Bizarrement, on n'a pas eu le temps de faire ce travail-là. Lorsqu'on est sur la partie des manuels de première S qui nous parlent de ces histoires de marge passive et d'hydrocarbures, j'ai l'impression qu'on ne rentre pas du tout comme ça. On pose une question et après on balance des modèles. Enfin, il faudrait regarder, je suis pas sûr de mon... Mais dans les manuels, je veux dire, bon, bah évidemment, parce qu'on est... Enfin, mais quand on balance des modèles, on balance un modèle. C'est-à-dire que... Mais bon, évidemment, quand on dit que ça comme ça, on se ferait disputer par le jury de CAPES, parce que c'est bien connu qu'il ne faut pas commencer par les modèles, même si on a entendu que Total, lui, préfère commencer par les modèles, parce que ça coûte moins cher. Donc ça, c'est une parenthèse. Mais, bon, mais en fait, c'est la dialectique. C'est la dialectique investigation empirique modèle qui peut fonctionner, et quand on pense modèle, il faut le penser en termes d'alternatives possibles, et pas simplement le modèle qui viendrait comme ça. Bon, mais à la fois, voilà la réponse que l'on pourrait donner, mais à la fois, on sait bien que ce qu'on est en train de dire n'est vraisemblablement pas compatible avec les temps d'enseignement, c'est ce que disait Denise tout à l'heure, et avec les programmes tels qu'ils sont actuellement. Sauf à dire, on ne fait pas, parce qu'on nous dit qu'il faut faire la démarche d'investigation depuis le début du cycle 2 jusqu'à la terminale. Bon. Sauf à dire, il y a des moments où il faut avoir peut-être un enseignement beaucoup plus direct, ce qui n'empêche pas d'envisager des alternatives d'ailleurs, parce qu'on peut dire des alternatives, et à d'autres moments, on prend du temps pour faire travailler les élèves sur différents modèles. Mais il faut faire des choix. On peut pas faire, c'est-à-dire on peut pas faire une vraie démarche d'investigation au sens où on le dit nous, et non pas de cette linéaire, cette pseudo qu'on voit un peu partout, tout le temps, partout, etc. C'est pas possible. Et le boulot de l'enseignant, c'est de faire des choix en disant, voilà, je vais faire quelque chose d'un peu approfondi, 2, 3 fois, 4 fois dans l'année. Alors ça dépend si je suis en 6e ou si je suis en terminale S, évidemment, mais bon, voilà. Parce que j'ai choisi ça, parce que ça me paraît important, qu'il y a un point essentiel à travailler, on bétonne là-dessus, et en dehors de ça, on y va d'une manière beaucoup plus directe, quitte à avoir une réflexion après. Mais ça, je pense que c'est vraiment important, et ça se voit vraiment avec les enseignants en formation, c'est parce qu'ils ont l'impression qu'il n'y a qu'une seule façon d'enseigner, du début à la fin, est toujours pareil. Bon, ça change tous les ans, mais, enfin, je veux dire, les façons d'enseigner, mais, enfin, pas tout à fait tous les ans, mais vous avez connu comme moi un certain nombre de modes. Voilà. Donc, c'est autour de ces points-là, parce que de toute façon, on n'aura jamais beaucoup plus de temps pour faire des SVT. Merci. On va peut-être arrêter la discussion.